bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, procès d'Hissène Habré, les avocats commis hier par les chambres africaines extraordinaires prennent possession du dossier aujourd'hui. Mais leur mission s'annonce déjà difficile avec un client qui adopte le silence. Le silence, une stratégie de défense, le décryptage du professeur de droit Iba Barry Camara de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans ce midi. Destruction de panneaux publicitaires, battent les médias et les propriétaires de régies en procès mardi prochain. Et puis la presse sénégalaise dans la rue, le 31 juillet prochain, le CMPIX marche contre les menaces sur les journalistes, mais aussi pour l'adoption du nouveau code de la presse. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine Douf. L'actualité internationale avec vous, les titres déjà. Ebola met à rude épreuve les économies des pays les plus touchés par le virus. L'Union africaine appelle à l'annulation de leurs dettes extérieures. Yaya Jammeh, 21 ans au pouvoir en Zambie. Amnesty International dénonce. Le Maroc échappe à des attentats aujourd'hui. Pendant ce temps, le Burundi est dans l'attente des résultats de sa présidentielle. Les titres sport avec Malal Junior. Diagne, bonjour Malal. Bonjour Antoine. Football, Coupe de la Ligue. L'heure est aux demi-finales cet après-midi. Le stade de Mbour accueille Dakar Sacré-Cœur alors qu'à Demba Diop, l'US Gorée défie l'AS Douane. Basketball, préparation de l'Afro-Basket 2015. Gourdi Sidé dans le groupe de Chefsar pour la première fois sur le parquet du stadium Marius Ndiaye. Lutte avec frappe. Les amateurs de lutte brûlent d'impatience à 72 heures de choc Bombardier Modelo. Dans ce 12 heures, un reportage épicé avec beaucoup de couleurs au marché Sandaga. Depuis 13e Conseil des ministres décentralisé à Fatick aujourd'hui, on fait le point depuis que cela a été initié par le président Macky Sall. Quel bilan faites-vous? Point de vue dans quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la Chambre d'Erdao, Gustave Cam, a commis d'office. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui que les 3 avocats commis d'office hier par les chambres africaines extraordinaires pour la défense d'Hissène Habré vont entrer en possession du dossier et ils vont s'y pencher durant le temps de la suspension du procès de l'ancien président tchadien. En outre, les 3 robes noires auront la difficile mission de défendre un client qui refuse de parler au juge des chambres africaines, Mantouré dans quelques instants, quelques difficultés donc avec cet élément. En tout cas, la stratégie du silence en question, une stratégie de défense adoptée par Hissène Habré. Cette stratégie elle-même a été une option de certains célèbres prévenus. Peut-elle être payante? Est-elle risquée? Le professeur Iba Barry Camara décrypte tout cela avec Mohamed Salimouba. Mohamed Salimouba que nous allons retrouver. On reparle justement de ces 3 avocats commis d'office hier par les chambres africaines extraordinaires pour la défense d'Hissène Habré. Ils vont entrer en possession du dossier Mantouré. Le président de la Chambre, Berdao Gustave Cam, a commis d'office 3 avocats sur proposition du bâtonnier de l'ordre des avocats. Maître Mbaïsen, Maître Mounirou Balal et Maître Abouning vont donc se rencontrer aujourd'hui, récupérer le dossier Habré et enfin tenir une réunion pour voir la stratégie à adopter. Car ces avocats commis d'office assistent et représentent Hissène Habré. Ils ont les mêmes attributions et les mêmes compétences. Ils obéissent aux mêmes règles de déontologie que les avocats qui ont eu à défendre Hissène Habré jusque-là. Les nouveaux conseils de Habré précisent donc qu'ils n'ont jamais été demandeurs et que l'ancien président du Tchad ne saurait les récuser. C'est la Cour qui a porté son choix sur eux et que par conséquent, par A ou par B, ils vont le défendre. Ils sont des professionnels du droit et ne s'en tiennent qu'à la loi. À la question de savoir si leurs clients devenaient désagréables ou ne collaboraient pas avec eux, comme il l'a fait avec son médecin selon le procureur général Makefal, Maître Mbaïsen, de répondre le moment venu, ils décideront. Le conseil et son client ressembleraient à un médecin et son patient. La confiance est de rigueur. Seulement, face à un silence ou n'importe quelle attitude, ils s'y adapteront. Maître Mounir Balal aussi de dire, même si Habré venait à me récuser, ce qui est impossible selon Maître Mbaïsen, ça ne m'empêchera pas de tenir mon office. La stratégie du silence, une stratégie de défense adoptée par Hissène Habré
peut-elle être payante? Est-elle risquée? Le professeur Iba Barry Camara décrypte tout cela avec Mohamed Kalinouba. Hissène Habré fait honneur à un maître, Jacques Vergès, le célèbre et controversé avocat, défenseur des causes perdues. Sa stratégie, la défense de rupture, l'accusé nie toute légitimité à ses juges. Le professeur Iba Barry Camara analyse cette stratégie. Il est enseignant de droit à l'université de Dakar. Il sait que quelle que soit la situation, il va être condamné. Mais l'essentiel, c'est de manière préventive, essayer simplement un tout petit peu de jeter le tout par rapport à la pertinence d'une telle décision à venir. Tout ce que la loi n'interdit pas est permis. C'est simplement ça. Rester muet comme une carpe sans procès, regarder de haut ses juges pour les pousser à la faute. C'est sûr que la Cour ne sera pas à l'aise, parce qu'elle aurait souhaité que M. Habré se présente avec ses moyens de défense et ses conseils pour effectivement discuter le bien fondé des chefs d'accusation. Cette stratégie peut-elle être payante? Pas sûr selon le professeur Iba Barry Camara. Ça ne paye pas et ça ne peut jamais payer. Ça ne peut jamais payer ni pour l'une des parties ni pour l'autre du reste. Hissène Habré s'engage dans une bataille judiciaire, un combat, une stratégie. Il y a un bourdon de la partie civile. L'accusé fait, il n'est pas dans la défense de rupture telle que prônée par maître Jacques Vergès. Il est 12h06. Vous suivez le grand journal partout au Sénégal. RFM, la radio de toute l'actualité. Horizon sans frontières sur la détention de Soussan Délé au Gabon. L'organisation dirigée par Boubacar Sey réclame la libération immédiate de ses compatriotes. Allons maintenant à la rencontre d'un ex-émigré sénégalais au Gabon. Notre interlocuteur, revenu de ce pays d'Afrique centrale récemment, après y avoir séjourné 8 ans durant, raconte à notre correspondant dans la banlieue de Dakaroise ce qu'il a vécu à Libreville, Salisso. Non, c'est dur d'être émigré. Lamine Ba, 35 ans, garde de bons, mais surtout de mauvais souvenirs de son voyage. Le jeune homme a passé ces 8 dernières années à l'étranger, au Gabon plus exactement. Je suis là-bas depuis 8 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Oui, Libreville, Cocotier, quartier Cocotier. Là-bas, il faisait du commerce, et pourtant, il a décidé de rentrer au Bercail. Son séjour n'était pas du tout repos des hostiles, entre arrestation arbitraire et autres maltraitances. Il se sentait indésirable. Étranger quoi. Il faut que c'est le retour au pays natal, le retour au point de départ au sens figuré, tout comme au sens propre. Je travaille pour mon patron, mon ancien patron. Je suis avec lui maintenant. Avant de partir aussi, j'étais avec lui. D'ici, Dakar, dans sa robe d'avocat, le jeune célibataire défend les sans-papiers. Il plaide pour le rapatriement immédiat des ressortissants sénégalais résidant au Gabon qui sont en situation irrégulière. Ça se passe mal parce qu'on les traite comme les esclaves. On traite les étrangers là-bas comme les esclaves. C'est pas normal. C'est pas normal. On te demande le carte de séjour. Le carte de séjour, ça coûte 870 000 et on te donne pas ça comme ça. Lui, pour échapper de cette galère, a signé son retour à la case départ. Dépaysé, Lamine Ba cherche repère. Il veut un nouveau départ, explique-t-il, après avoir souffert 8 ans durant dans un pays africain, le Gabon. Salissou, Guédiawaye, Radio Futur Média. Les derniers développements dans l'affaire qui oppose le maire de Sicap Sacré-Cœur Mermoz au propriétaire des régies publicitaires. Les deux parties seront en procès la semaine prochaine. L'audience est prévue le mardi 26 juillet. Le média est accusé de destruction de biens appartenant à autrui. Après la bataille médiatique, place à la bataille judiciaire. Les régies publicitaires devront faire face au maire de Mermoz Sacré-Cœur devant le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle, c'est-à-dire l'ex-tribunal régional correctionnel de Dakar. Mais, selon nos informations, l'audience de mardi prochain sera probablement renvoyée pour permettre aux plaignants de payer la consignation et de s'acquitter de certaines formalités judiciaires. Ce sont au total 22 agences publicitaires qui ont traîné Barthélémy Diaz en justice à travers une citation directe. Le maire socialiste est poursuivi pour destruction de biens appartenant à autrui, voie de fait et vol. Les professionnels de la publicité lui réclament 700 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Ces 700 millions sont répartis comme suit. 500 millions de francs pour le préjudice matériel et 200 millions pour le préjudice moral.
Cette procédure judiciaire fait suite à la destruction et à l'enlèvement par le maire de Mermoz-Sacré-Cœur de tous les panneaux publicitaires implantés dans sa commune. C'était dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. Il reproche aux régies publicitaires de ne pas payer les redevances fixées. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui accuse les agences publicitaires de gagner de l'argent sur le dos des collectivités locales. Certains de ses collaborateurs seront même arrêtés avant d'être libérés. Barthélémy Diaz, lui aussi, avait été convoqué par la sûreté urbaine, mais il n'avait pas déféré à cette convocation, arguant qu'un député en session ne peut être convoqué. Un autre maire, celui de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, était sur la même dynamique que son collègue de Mermoz-Sacré-Cœur, mais il semble revenir à de meilleurs sentiments suite à des discussions avec les régies publicitaires pour une solution à l'amiable. Interpellation en série de journalistes au Sénégal. Reporters sans frontières exigent l'abandon des poursuites contre les confrères. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Reporters sans frontières se dit inquiet de ces interpellations, surtout que le Sénégal est l'un des pays de la région où la liberté de la presse était jusqu'alors la mieux établie selon les termes du communiqué. Reporters sans frontières estime que le contexte sécuritaire régional ne doit pas servir de prétexte pour réduire l'espace d'expression démocratique et bafouer les fondamentaux de la liberté de la presse, notamment le secret des sources, signale le texte de RSF. Le SYNPICS va se faire entendre. Le syndicat des journalistes organise une marche le 31 juillet prochain. C'est pour dénoncer les menaces contre la presse, mais pour réclamer également l'adoption du nouveau code de la presse, une nouvelle convention collective et le versement des cotisations sociales. Écoutons le porte-parole du SYNPICS, Ali Fall, joint par Barthélémy Diaz. À la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'arrestation de nos 3 confrères, des arrestations très arbitraires, à la suite de ça, donc on a décidé un peu d'accélérer le processus de la tenue d'une marche le 31 juillet prochain. Alors, mais les principales raisons de cette marche, justement, c'est la non-adoption du code de la presse au Sénégal. Voilà un code qui dure depuis 5 ans et on ne sent pas la volonté de l'État, justement, d'aller dans le sens de voter ce code de la presse. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la non-application de la nouvelle convention collective. On a entamé les négociations de façon officielle, mais maintenant c'est le statu quo. On ne sait plus ce qui se passe, l'État ne joue plus son rôle. Mais le troisième élément également, parmi les plus importants, c'est le non-reversement des cotisations sociales. On a vu que, d'après une étude qu'on vient de faire au niveau du SYNPICS, que les dettes sociales sont tellement élevées, on ne comprend pas pourquoi on prélève des cotisations des salaires des journalistes et techniciens et qu'on ne reverse pas au niveau des institutions sociales. L'itinéraire, c'est en tout cas le tronçon RTS et la place de l'Obélisque. Ali Fall, porte-parole du SYNPICS, 12h13. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Fraude dans des examens scolaires, la question préoccupe certains parents d'élèves à Baké. Ils craignent que cela compromette l'avenir de leurs enfants, mais également que cela impacte sur la société sénégalaise tout court. Reportage à Mbaké, Pape Balagui. Regrettable, c'est le sentiment le mieux partagé par ces parents d'élèves de Mbaké. Face à la recrudescence des cas de fraude aux examens, difficile de parler de rupture selon Matarnian, un enseignant à la retraite. C'est regrettable qu'au Sénégal, chaque fois qu'il y a examen, on parle de fraude. Mais la question qu'on pose, c'est à quel niveau se trouve la faille? Est-ce au niveau de la surveillance? Est-ce au niveau de la confection des épreuves, de la mise sous enveloppe? Toujours est-il que de tels cas de fraude commencent à devenir des cas récurrents. Surtout que dans un pays où les gens parlent de rupture, moi je ne vois pas où est la rupture. Réussir oui, mais à quel prix? Une interrogation de Souley Ndione, non sans dénoncer les conséquences de la triche sur le plan social et de la compétence. Il ne faudrait pas que l'enfant apprenne dès maintenant à être un tricheur. Parce que non seulement la qualité de l'enseignement va en pâtir, mais la qualité des hommes aussi. Parce que quand on est habitué à tricher, même étant grand, quand on aura des responsabilités, on sera certainement tenté de continuer à tricher. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait tout faire pour l'éradiquer. Et les parents d'élèves dans tout ça? Le parent d'élève, lui, le s'inquiète du sort des élèves quand d'examen en cas de crise. Bon, entre les deux, le parent d'élève agit comme si de rien n'était. Or, là, j'en profite pour dire qu'il faut qu'on redéfinisse
le rôle du parent d'élève auprès de l'école, auprès des élèves. À quelques jours des examens du BFM, les candidats sont dès lors avertis pour redorer le blason au système éducatif sénégalais. Papa Balagé, Mbaké, Radio Futur Média. Rupture fréquente de certains médicaments et autres produits pharmaceutiques. Les pharmaciens abordent le sujet. Si certains soutiennent que ces ruptures sont en général injustifiables, d'autres font savoir que ces médicaments s'écoulent rapidement. Un reportage d'Awambay. Dans les rayons de cette pharmacie sur l'avenue Georges Pompidou, on peut voir des médicaments qui sont rangés par groupe. L'agent de comptoir, Babacar Diouf, nous explique. Certains produits connaissent souvent des ruptures de stock et c'est le cas de quelques vaccins. Oui, comme c'est le cas des vaccins, par exemple, le premier 23 qui est toujours en rupture. Il y en a aussi pas mal, comme le Pentaxim. Après le pèlerinage à la Mecque aussi, il est très difficile de trouver des vaccins contre la grippe. Et c'est parce que les fabricants en fournissent juste pour une période. Et pour les autres médicaments aussi, il explique les raisons de leur pénurie. Au-delà des vaccins, il y a d'autres médicaments qui à chaque fois connaissent des ruptures. Oui, évidemment. Il y a pas mal, comme le cas de certains neuroleptiques, les tranquillisants. Parfois, les produits qui circulent aisément et aussi parfois, il y a un truc sur la production qui n'est pas assez importante. C'est une production un peu cadenceuse. Cette officine est près du marché Kermel. Selon lui, les ruptures fréquentes de médicaments trouvent rarement de réponse. Les fournisseurs ne donnent pas d'explication le plus souvent. Souvent des ruptures pour beaucoup de produits. Nous, au niveau des officines, on n'a pas l'information exacte. On fait une commande, on nous dit au niveau des fournisseurs que c'est la rupture. Il arrive que quand la rupture perdure, que les représentants du produit arrivent et nous expliquent le pourquoi des ruptures. Mais au début, on ne peut pas vous dire exactement qu'est-ce qui est à l'origine des ruptures. Des médicaments qui manquent, c'est juste temporaire et le plus souvent, des équivalents sont proposés par les prescripteurs. À l'instant se tient à Fatick le 13e Conseil des ministres décentralisé. D'un point de vue, nous ferons le bilan depuis que Pakistan, Louga, ville mal éclairée dans bon nombre de quartiers, c'est l'obscurité totale à la tombée de la nuit. Conséquence, c'est l'insécurité. Mais cette question sera prise en charge par la mairie qui compte dégager 300 millions de francs CFA. Correspondance Abdoulaye Sambou. L'éclairage public, une préoccupation des populations lugatoises. La capitale du Ndiambour est mal éclairée. Plusieurs quartiers de la ville sombrent dans le noir. La question a même été évoquée lors de la session ordinaire du conseil municipal. Amad Thiam est conseiller du parti Réumi. À Louga, le problème le plus récurrent, c'est le problème de l'éclairage public. Cela nécessite vraiment au maire qui doit afficher une volonté ferme de revoir avec les personnes avec qui il travaille au niveau de l'électricité. Mais dans les quartiers, c'est toujours l'obscurité qui règne là-bas. Louga ne se limite pas devant la mairie, alors que nous votons des millions et des millions à chaque conseil, mais nous ne voyons toujours pas les résultats escomptés par rapport à l'éclairage public. L'équipe municipale dirigée par le maire Moustapha Diop a pris cette question à bras le corps. Une enveloppe de 300 millions de nos francs a été dégagée pour régler cette question. Ndiaga Yande Diop est le premier adjoint au maire. Lors du conseil municipal passé, même le maire avait informé d'un marché qui avait été lancé de presque 300 millions pour l'éclairage public. Je pense que aussi les entreprises ont sémissionné. Je pense qu'on a procédé au dépouillement. Il ne reste peut-être qu'à régler de petits problèmes techniques pour ensuite commencer le travail en vue vraiment d'une amélioration effective de l'éclairage public à Louga. A signalé que le conseil a adopté une autorisation spéciale de recettes provenant du fonds de dotation, le fonds de concours de l'État, entre autres. Abdoulaye Sambou Louga, RFM. Et puis ce drame à Toukar, village situé dans la commune de Ngayorem, c'est à Fatick. Une bagarre entre deux jeunes a viré au drame. L'un a été tué par brique. La gendarmerie est sur l'affaire. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine. L'Union africaine plaide pour l'annulation de la dette des pays touchés par l'épidémie Ebola. C'est parce que les 3 pays africains les plus touchés par le virus ne s'en sortent plus économiquement. La Sierra Leone, la Guinée et le Libéria traînent une dette extérieure qui dépasse 3 milliards de dollars, environ 1500 milliards de francs CFA. Les détails avec Uri Cissé. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont gravement affectés par l'épidémie Ebola. Abdallah Hamdok, secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies, a soutenu ce lundi l'idée de l'annulation de la dette de ces 3 pays. Selon l'organisation panafricaine, il s'agit de témoigner une solidarité par rapport à ces 3 pays en crise
Cette mesure devrait les aider à se relever du marasme socio-économique causé par l'épidémie depuis 2013. Le virus Ebola a eu un impact sur les restrictions, la mobilité, les échanges commerciaux et les transports du fait des quarantaines imposées et des fermetures des frontières. L'Union africaine a annoncé des promesses de 5,2 milliards de dollars, soit plus de 2500 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces pays. D'ailleurs, une levée de fonds a déjà été annoncée lors de la conférence tenue à Malabo. Notez que l'épidémie Ebola a tué 11 262 personnes dans ces trois pays sur un total de 27 642 enregistrés, indique le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 15 juillet dernier. Le Soudan Sud, quant à lui, fait face à une épidémie de choléra, bilan en 39 morts sur plus de 1000 cas selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Maroc dans le collimateur de l'État islamique. Le royaume chérifien échappe à des attentats. 8 personnes ont été mises hors d'état de nuire. Les mises en cause ont voulu mener des attaques dans plusieurs villes du Maroc aujourd'hui. Cette cellule terroriste qui agit pour le compte de l'État islamique a été démantelée par la sécurité marocaine. La Tunisie, elle, se penche depuis ce matin sur un projet de loi antiterroriste face à la menace djihadiste. Binta, cela fait 21 ans aujourd'hui que le président Yahya Jammeh prenait le pouvoir en Gambie. Par les armes, Amnesty International a publié un communiqué à l'occasion de cet anniversaire. L'Organisation de défense des droits humains dénonce la situation des hommes dans le pays. Synthèse du document avec Ousmane Gueye. La situation des droits de l'homme en Gambie n'a jamais été aussi inquiétante. Des journalistes persécutés, des opposants pris pour cible, des gays et lesbiennes présumés traînés devant les tribunaux. Depuis la tentative de coup d'État de décembre dernier, le régime a perdu le contrôle, semble dire Amnesty International. Ce qui préoccupe davantage l'Organisation de défense des droits humains, c'est la sortie de Yahya Jammeh sur la peine de mort. Le président gambien avait fait savoir vendredi que les condamnés doivent s'attendre à voir leur sentence mise en application. Un autre sujet d'inquiétude pour Amnesty International, les disparitions forcées. Des dizaines de proches de personnes accusées d'être mêlées au putsch de décembre sont placées en détention au secret. Chose que le gouvernement refuse de reconnaître, fustige le communiqué. À lire le document, il y a urgence à agir. Nombre de ces prisonniers, dont des femmes et des personnes âgées, seraient en mauvaise santé et les conditions carcérales pour arranger les choses. Une bonne partie du texte s'attarde sur la pratique de la torture généralisée dans le pays. Un véritable enfer pour des détenus passés à tabac à l'aide d'objets durs, de câbles électriques ou encore de brûlures par liquide chaud. Pour conclure, Amnesty appelle la communauté internationale et la CEDEAO à se pencher sur le bilan, je cite, désastreux des 21 ans du régime de Jammeh. Fin de citation. Le Burundi dans l'attente des résultats de la présidentielle. Oui, au lendemain de la présidentielle, Antoine, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. Les résultats définitifs ne seront communiqués que dans 48 heures. Les observateurs prévoient la victoire du président sortant Pierre Nkurunziza. Le point avec Ismaël Kamara. Sans surprise, Pierre Nkurunziza devrait sortir victorieux du scrutin présidentiel au Burundi. Le candidat du CNDD-FDD est bien parti pour avoir un score à la soviétique pour cette présidentielle. Le boycott de celle-ci par les principales figures de proue de l'opposition est passé par là. Toutefois, les 8 candidats seront édifiés sur leur sort dans 2 jours. C'est ce qu'a fait savoir le président de la commission électorale, lequel président précise que le taux de participation est identique à celui des législatives de juin dernier. D'après lui, ce dernier a atteint les 74%. Par ailleurs, des cas de fraude ont été notés dans certains bureaux de vote à Bujumbura, la capitale. Mais les mises en cause ont été conduites à la police. Voilà qui met fin à cette page internationale, Antoine. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, c'est sur le bilan des conseils des ministres décentralisés. Dites-nous ce que vous en pensez et quel bilan vous en faites. Vous aurez la parole dans quelques minutes. Malal Junior gagne pour la page des sports. Football d'abord, Coupe de la Ligue, on joue les demi-finales cet après-midi. C'est d'abord à Mour, au stade Caroline Faye à 17h, le stade de Mbour qui reçoit l'équipe de Dakar Sacré-Cœur.
C'est donc un match entre équipe de Ligue 1 et une autre de la Ligue 2 à Dakar au stade Demba Diop de la Liberté 1. Donc à 17h, c'est l'US Gorée, équipe promue en Ligue 1, qui croise l'AS Douanes, équipe qui se bat classement pour le titre de champion du Sénégal. La suite donc avec du basket, Gourguessi Dien est dans le groupe de Chersar pour la première fois. Et c'est donc la première séance d'entraînement de Gourguessi Dien, le joueur sénégalais qui évolue en NBA. Après donc le paiement des frais de son assurance, il va pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers pour la première fois. L'équipe nationale du Sénégal donc qui prépare le tournoi de Dakar mais également la Pro Basket prévue en Tunisie. Ce sera le mois prochain. Les Lions également se sont entraînés aujourd'hui sur les 17 joueurs de près dans le groupe de Chersar. Seuls 14 ont pris part à la séance de ce matin. Les 3 absents ont été libérés pour besoin des play-offs du championnat national en pleine. Lutte avec frappe, Bombardier Modulo, c'est dans 72 heures déjà, c'est la grande mobilisation des amateurs. Et dans 72 heures et au marché Sandaga de Dakar, l'heure est à la grande mobilisation. Les amateurs et autres supporters parient sur la victoire de leurs lutteurs. Germaine Anastasie Diouf a fait un tour ce matin au marché Sandaga. Marché Sandaga. Dans une des ruelles du marché, c'est la polémique autour du combat. Des commerçants supportent Modulo. Je suis avec Modulo, je crois que c'est lui qui va gagner. Si l'arbitre siffle, vous verrez, il va tenir promesse. Il va attaquer le premier, je vous le promets. Pour Boursine Diouf, Kharagno va devenir roi des arènes car il s'est beaucoup entraîné. Physiquement, je sens qu'il est prêt. Ah, c'est moi qui vous le dis. Autre camp, celui de Bombardier. Ici, Mohamed Ndiaye est formel. Bombardier restera roi des arènes. Bombardier est plus fort que lui. Il a fait les Mabat et va le mettre KO, ça, ne vous en faites pas. B5K2 a terrassé Balagaï et il est plus fort que Modulo, ça c'est clair. Toutefois, les supporters du B52 de Moura invitent leurs lutteurs à rester sur ses gardes. Mamadou Fall. Bombardier ne doit pas se montrer trop confiant. Si l'un des deux lutteurs ne prend pas au sérieux ce combat, il va tomber. Je veux que Bombardier gagne, mais il doit faire attention, car Modulo est plus souple et plus rapide. Prévu ce samedi au stade Demba Diop, amateurs et supporters attendent ce choc avec impatience. Dans les deux camps, l'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation au Parcelles Assainies avec la première séance d'entraînement ouverte à la presse. Prévu donc aujourd'hui à l'unité 10 à 17h. Demain, ce sera au tour de B52 de Hambourg de recevoir les journalistes. Ce sera donc à 110 km de la capitale. Hambourg donc. Retour sur le football Malal. Avec les phases nationales de l'ONCAV qui se préparent, ce sera donc du 15 au 29 août prochain. Ce sera entre Kaolack et Diourbel et déjà l'ONCAV est à pied d'œuvre pour une bonne organisation avec un budget estimé à 80 millions de francs CFA. Le président de l'ONCAV espère réussir sa mission pour les phases 2015 à Modokan. On a fait une réunion avec les deux régions qui doivent abriter les phases nationales sportives et culturelles. C'était pour faire l'état des lieux. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser les phases du 15 au 29 août, simultanément dans les deux territoires régionaux. Donc pour les seniors, pour le football, les seniors c'est 20 ASC, répartis dans 5 groupes de 4. Pour les cadets, nous avons 21 ASC. Nous avons voulu quand même mettre une empreinte par rapport à ce problème de cadets, compte tenu du fait que le Sénégal s'est bien distingué au niveau mondial. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a voulu augmenter la participation des cadets au niveau des phases nationales. Par rapport à la culture, c'est le théâtre qui va être domicilié au niveau de la région de Diourbel. Donc aujourd'hui, on peut dire sans se tromper, ça avance bien. C'est vrai qu'on est à quelques jours de ce démarrage-là et nous avons retenu de retourner à Kaolack le 4 pour encore faire une deuxième évaluation le 5 à Diourbel. Et en ce temps-là aussi, on verra qu'est-ce qui ne va pas et comment le faire. Les phases nationales, Antoine, qui vont se dérouler à Kaolack et à Diourbel et RFM sera de la partie. Merci Malal Junior Diagne. Simplifiez-vous la vie avec RIA, transfert d'argent.